Bonjour tout le monde, bonjour chers auditeurs de Cinésphère. Un petit disclaimer de début d'émission pour vous expliquer que ce montage a été un petit peu chaotique dû au fait que mon enregistrement a foiré et que j'ai dû tout recommencer en post-production à réenregistrer ce que je pensais avoir dit. J'espère que vous n'y verrez que du feu, que ça restera cohérent et agréable à écouter. En tout cas, j'ai eu beaucoup d'aide de la part de Cassandre pour ce travail-là, qui a fait un super travail et qui m'a permis d'essayer de retrouver un petit peu, si ce n'est ce que j'ai réellement dit, au moins de quoi faire des transitions logiques entre ce qui est dit avant et dit après. Donc voilà, je suis désolé pour ce petit contretemps et j'espère que vous passerez quand même un très bon épisode. Merci à tous. Mais vous savez, il ne faut pas parler théoriquement des films. Il faut les faire, il faut les montrer, c'est tout. À mesure que les femmes se familiarisent avec la technique et la possèdent naturellement, on change aussi le cinéma. Moi, j'aime bien dire aux acteurs que j'entends le bruit de leurs pensées, comme si c'était des cric-crac mécaniques. Oui, je crois que de toute façon, il est difficile à notre époque de ne pas être influencé par le cinéma. Bonjour à tous et bienvenue dans Cinésphère, l'émission qui réunit les copains autour du cinéma. Aujourd'hui, pour ce sujet, je suis en compagnie de Cassandre, de Benjamin et de Erwan. Bonjour tout le monde. Bonjour tout Salut. le monde. Bonjour. J'avais choisi comme thème, alors je vais un peu faire le retour sur ce thème de pourquoi j'ai choisi. C'était en regardant le film Whiplash, c'est donc un film musical, et il y a un moment qui m'a marqué, où un personnage demande à un autre comment il peut y avoir des concours de musique, en gros, parce qu'il est batteur, et il dit comment il peut y avoir des concours de musique, et la musique c'est pas censé être subjectif, et il y a le batteur qui dit non. Et juste ça, il répond juste comme ça, non. Et ça m'a foutu comme une claque, j'ai fait mais il a raison en fait, c'est objectif la musique, enfin je veux dire, on sait que ce qu'on joue est bien ou pas, si on joue bien ou pas, et donc on peut juger objectivement de la musique. Mais du coup je me suis dit, est-ce qu'on peut juger objectivement de l'art en général, et donc du cinéma? Est-ce que y a des bons ou des mauvais films subjectivement, enfin objectivement pardon, ou est-ce qu'il y en a aussi, est-ce que ça peut être subjectif? Voilà. Est-ce que quelqu'un se sent de répondre à ça? En gros, à quoi sert l'objectivité? C'est un peu la question que je me pose aussi, c'est à quoi sert l'objectivité quand on parle de cinéma, ou quand on parle d'art même en général, à quoi peut servir l'objectivité pour analyser une œuvre? À quoi ça sert, je sais pas, je me lance, mais le truc c'est que je pense à la musique là, parce que tu prends l'exemple de Whiplash, mais il y a ce côté, enfin la musique a connu des grands musiciens qui ont cartonné après, euh, parce qu'ils arrivaient à faire de la musique qui, dans l'oreille d'un musicien aguerri, on va dire, vont capter qu'il y a vraiment une dextérité, enfin voilà, dans que ce soit pour n'importe quel instrument, mais voilà, une façon de faire, un art vraiment très, très détaillé de ce qu'ils vont produire, et notamment au niveau, je sais pas, des guitaristes ou des pianistes ou quoi, un truc, des fois, voilà, est-ce que c'est inné ou quoi, je sais pas, mais le truc c'est qu'à côté de ça, on a aussi des fois des musiciens qui cartonnent autant que ces gens-là, alors que tout le monde s'accorde à dire que leur musique est ultra simpliste. Et pourtant, Et oui, ils se l'accordent. Et oui, les parce que musiciens. c'est des musiciens et guitaristes. Exactement. Ah, ce soir on est au diapason de l'humour. Mais voilà, du coup, il y a ce truc-là entre... oui, il y a des gens qui sont très doués, j'ai presque envie de dire physiquement, parce que voilà, ils ont une dextérité, ils ont quelque chose qui font que c'est plus naturel, je sais pas, parce qu'il y a quand même beaucoup de travail derrière, évidemment, et tout. Mais voilà, à côté, il y a des gens qui vont arriver, qui vont faire des trucs très simples, et voilà, comme on dit, simple mais efficace, et ça va fonctionner, et ils vont faire leur carrière comme ça, parce que ça va, voilà, ils vont avoir un truc qui va faire que leur musique parle aux gens,
sans forcément que ce soit de la grande musique et que tout le monde s'accorde à dire que c'est pas des musiciens de génie ou quoi. Et ben, je pense que c'est pareil pour le cinéma. On a des très grands noms qui sont très techniques dans tout ce qu'ils vont montrer dans la forme. Et après, on a des petits gars qui font aussi qui font des trucs beaucoup plus simplistes, beaucoup plus intimistes ou quoi. Mais de par leur fond, des fois, de ce qu'ils ont à dire ou quoi, bah, ça va parler à autant de gens et c'est comme ça que la carrière va se faire, quoi. Donc après, à quoi ça sert l'objectivité ou la subjectivité, je ne sais pas. Peut-être que mes collègues ont une réponse. Moi, je mettrais déjà une petite, une petite nuance par rapport à ça, qui est le rapport entre le factuel et la qualité d'une œuvre. Genre, par exemple, on peut juger de ce qui serait, par exemple, une institution va juger de ce qui est un écart de rythme dans une musique ou de codes du montage, par exemple, qui vont rentrer dans un bon film, dans des règles de cinéma, dans des choses comme ça. Mais en parallèle, en fait, même ça rentre pas forcément pour moi dans les codes de ce qu'a fait un bon film. Ça reprend juste en fait la légitimité institutionnelle qui va poser ces codes. Parce que un film ou une musique qui ne répondrait pas du tout à ces codes pourrait en parallèle être excellent, mais à travers d'autres critères. Je t'avoue, j'ai pas tout compris. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus en détail, s'il te plaît? Par exemple, pour vous donner un exemple qui va me parler un peu, qui va être plus facile pour moi, c'est en art. Moi, j'adore l'art un peu vieillot que tous les artistes aujourd'hui crachent dessus, c'est-à-dire l'art vraiment à la De Vinci, c'est-à-dire antique, un peu, pas antique, mais Renaissance, avec vraiment cette qualité de la peinture, ce réalisme, et un artiste plus récent qui fait des peintures de genre. C'est jugé comme étant très classique, très condescendant, et aujourd'hui, en fait, les institutions artistiques vont pas considérer énormément la qualité de l'œuvre. Ils vont considérer que c'est pompeux, vu et revu. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est plus considéré, c'est l'art conceptuel, à travers des notions comme le dadaïsme, des choses comme ça, comme la cuvette de Duchamp, des arts qui bouleversent les codes. Mais à une époque, ce qui bouleversait les codes était considéré par les institutions comme étant mauvais, comme n'étant pas de l'art. Et à chaque fois qu'un artiste s'est pointé et a bouleversé les codes académiques, il a été rejeté avant de devenir une référence, en fait. Pas à chaque fois, mais disons que ça s'est souvent produit dans l'histoire de l'art. Et pour moi, c'est quelque chose qui peut se produire dans toutes les formes d'art, que ce soit le cinéma ou que ce soit la musique. Il y a une légitimité, on va dire, un peu élitiste, c'est-à-dire qui vont être très codifiés, qui vont établir ce qu'est un bon film, qui vont établir les codes de ce qu'est une bonne musique, ou dans l'art, ce qui fait une bonne peinture, ou une bonne œuvre, pour être plus large. Mais ça n'empêche pas qu'à chaque fois, des œuvres qui ont bouleversé ces codes, justement parce qu'elles ne rentrent pas dedans, ont été des chefs-d'œuvre, considérés d'abord par le public ou par certaines catégories, mais il y a eu dissension avant parfois d'élargir les codes en question afin de le faire rentrer, ce film-là, dans ce qui est un bon film ou dans ce qui est une bonne peinture, etc. Et c'est en ça que je parle du fait que même considéré à travers des critères techniques, par exemple, on considère que tel film remplit tous les critères techniques qui fait un bon film aujourd'hui. Eh ben, peut-être que demain, ces critères techniques ne voudront pas dire que c'est un bon film, que ça soit pour les secteurs académiques ou populaires. Et c'est en ça que je nuance un petit peu ce truc-là, parce que en fait c'est d'après les codes d'aujourd'hui qu'on estime une bonne musique ou un bon film par rapport à cette, comme je dis, cette culture légitime. D'accord, je crois avoir compris. En gros, tu penses que l'objectivité qui fait qu'une œuvre est considérée comme quelque chose de techniquement bon aujourd'hui ne le sera pas forcément demain. En gros, la subjectivité peut devenir objective avec le temps et en fonction de l'art et de comment on utilise cet art, quoi. C'est ça, parce que par exemple, imaginons qu'aujourd'hui, un bon film, alors je vais dire des trucs complètement abstraits parce que j'en sais rien, mais imaginons qu'on dit qu'un bon film aujourd'hui, il faut qu'il ait un minimum de plans séquences, qu'il ait un certain rythme dans sa narration, qui corresponde au truc des 3 actes, j'en sais rien, je propose ça un petit peu au hasard. Mais imaginons que c'est ça les codes de ce qui serait un bon film aujourd'hui. Eh ben, demain, un film qui ne répond pas du tout à ces codes pourrait être un très bon film, mais tout simplement parce que la codification qui fait un bon film a changé.
Juste, en gros, c'est en ça qu'on peut déterminer ce qui fait un bon film avec les codes d'aujourd'hui, assez objectivement, parce que c'est souvent des codes qui répondent à des critères assez factuels, mais que le bon film n'est à prendre qu'avec cette codification, enfin, que, voilà, aujourd'hui, quoi. Mais demain, ça pourrait être totalement différent. Donc on reste dans une profonde subjectivité par rapport à ça. Benjamin, Voilà. tu voulais dire quelque chose? Ouais, j'allais rebondir sur les cycles de l'art en général. Alors là, on parle de cinéma, mais c'est vrai que oui, la nouvelle vague est arrivée, enfin la nouvelle vague, le nouvel Hollywood et tout, est arrivé justement alors qu'à une époque, on pensait que le bon cinéma, c'était les péplums, les trucs grandioses et tout. Et juste après, ceux qui étaient codés comme des grands films avec tel cahier des charges pour que ce soit objectivement un grand film, faut qu'il y ait des millions, enfin voilà, faut que ce soit très cher, faut que ce soit très grand, faut que ce soit des grands décors, faut que ce soit des grandes histoires épiques, mythologiques et tout là pour la plupart des péplums, des péplums. Et le truc c'est que oui, après la nouvelle vague est arrivée et les codes sont renversés en disant que bah non, maintenant un bon film c'est plus ça. Maintenant un bon film, on va dire que c'est ça. Et ça, c'est pour beaucoup d'art de manière générale, parce que c'est vrai que Cassandre parlait d'antiquité, enfin de Renaissance et de tous ces trucs-là avec c'est Michel-Ange, De Vinci, tout ça. Après, je me dis, il y a peut-être aussi, j'ai l'impression que plus ça va et plus la culture est accessible en fait, et l'art est accessible, et du coup il y en a de plus en plus partout. Et tout le monde peut voir ce qu'il veut partout. Sauf que c'est vrai que à l'époque de l'Antiquité ou des trucs comme ça, je sais pas du tout si c'est je suis nul en histoire et parler d'Antiquité alors qu'on parle de Vinci, je suis sûr que c'est pas du tout la bonne période. Renaissance. Renaissance. Renaissance, voilà, c'est ça. Et c'est 16 siècles à peine nous avons de différence. Donc t'inquiète pas, mec. La référence historien est avec nous. Non mais oui, en vrai c'est bien de préciser. Mais du coup, voilà, il y avait. Je pense qu'il y avait moins d'artistes, ou alors on les connaissait moins, et du coup, ceux qui vraiment sortaient du lot, c'était ceux qui étaient, aux yeux des professionnels, ceux qui étaient vraiment dans la perfection, mais presque au côté réaliste, en fait, je pense. Là où après, petit à petit, l'art est devenu plus sensoriel peut-être. Il y a peut-être un truc comme ça libre. Qui s'est passé, quoi. Plus libre. Ouais. Erwan, ton avis? Ben, je suis plus ou moins d'accord avec ce que on dit, mes camarades. C'est ça. Pour revenir sur le côté Whiplash de quand il dit est-ce que la musique c'est subjectif, et en fait c'est ça, c'est que l'art, en fait, on a trop souvent, en tout cas aujourd'hui, à mélanger tout ce qui est l'art, et je parle de la musique, mais en fait c'est ça, c'est qu'il y a deux formes d'art. Il y a la forme populaire, c'est les musiques qu'on peut écouter en boîte de nuit ou tout ça, les émissions, les choses comme ça. Enfin, il y a tout cet art là, et après il y a l'art académique, et en fait c'est l'art populaire dans le sens pas pour le peuple, mais en fait c'est le sens où quand les gens écoutent ça sans faire partie des académies, ben ça l'art ne peut être que subjectif, parce que c'est chaque spectateur. Par exemple au cinéma, chaque spectateur va voir le film et va dire machin. Là où l'art ne peut pas être subjectif et n'est qu'objectif, c'est par exemple dans les cérémonies, dans les Césars, les Oscars, tout ça, parce que c'est les académies qui juge le cinéma, c'est le cinéma qui se juge lui-même, pour parler du cinéma, et c'est pour ça qu'en fait on a trop tendance à mélanger en disant ah ben c'est le cinéma, c'est la peinture, c'est la littérature, mais en fait pour moi il y a deux formes d'art, comme si en fait un film était à la fois objectif et subjectif, dans le sens où il est objectif dans son académie et subjectif pour les spectateurs. Et d'un autre côté, c'est comparé aux autres arts, le cinéma a la chance en fait de dire, c'est très difficile de dire ce qu'est un bon film, parce que le cinéma il est vraiment arrivé
pile au moment où tous les autres arts commençaient à avoir une espèce de révolution début 20e, où on arrête d'avoir des académies, on arrête d'avoir des peintures de commande et des peintures de cours, où en fait on a des artistes qui s'expriment plus qui montrent ce qu'ils veulent, plus qu'ils montrent ce que les gens veulent acheter. Et là, le cinéma arrive là, et puis on dit ils ont eu le temps de réfléchir. Alors le cinéma il fait pareil, mais c'est vrai que des fois on oublie que le cinéma n'a qu'un siècle et la peinture en a 30 000. Je veux dire, Lascaux c'est il y a moins 30 000 ans. Donc on oublie que la peinture, la littérature, la sculpture, tous les autres arts avant le cinéma ont des siècles pour les plus récents, voire des millénaires, et que le cinéma finalement a un siècle et demi parce que il faut, même s'il est apparu avec les frères Lumière, il se développe vraiment au XXe siècle, quoi. Et c'est ça qui est impressionnant, c'est que le cinéma a récupéré cette espèce de révolution artistique pour pas avoir de règles. Et c'est ça qui est compliqué pour que les films soient objectifs. C'est qu'une peinture, on sait si elle est belle ou pas, mais un film, vu qu'il n'y a jamais eu de film référence, c'est toujours compliqué. Alors oui, c'est ça, mais en plus, aujourd'hui, c'est sûr qu'Internet, c'est bien pour beaucoup de choses, hein. Mais le problème, c'est aussi que tout le monde a le droit de donner son avis. On a l'impression que quand on parle subjectivement, les gens pensent qu'on impose une objectivité, comme si notre avis était en fait comme si c'était un fait et non un ressenti. C'est vrai que c'est toujours compliqué quand on parle de subjectivité, parce que quand on parle de subjectivité, tout de suite les gens ont l'impression d'être importants, et du coup ils pensent que leur subjectivité est au-dessus du reste. Mais c'est exactement ça. Ils pensent qu'ils sont au-dessus. Combien de fois j'ai vu Durandal se faire chier dessus parce qu'il n'a pas vu ses classiques ou parce qu'il loue le cinéma de divertissement. Ouais, tout à fait. Mais de toute façon, ça se voit. C'est ce que j'appelle les ayatollahs de la culture. C'est-à-dire, si t'as pas lu Brecht, si t'as pas lu Dumas, alors t'as pas de culture. Encore une fois, c'est. Mais même, on l'a avec le cinéma. C'est ça qui est faux avec le cinéma, c'est que des fois, le serpent se mord la queue, parce que dans cette idée de, on enlève le cinéma à papa, presque t'as pas vu des films de la nouvelle vague, t'es pas cinéphile. T'es en mode, pourquoi? Ça rejoint le premier épisode qu'on a fait sur Cinésphère, où on parlait des classiques entre guillemets du cinéma, et de faut-il avoir vu certains classiques ou des classiques pour justement se targuer d'être cinéphile. Mais oui, après c'est toute la question de la subjectivité pour tout, parce que là c'est vrai qu'on parle de cinéma, on parle d'art, mais je parle souvent, je fais souvent la comparaison avec les couleurs, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui nous parle, c'est presque instinctif, une couleur. Tu vois du bleu, tu aimes le bleu. Pourquoi tu aimes le bleu? C'est très difficile à expliquer. Et c'est vrai qu'on parle souvent de goût et de couleur, justement, on le dit. Et j'ai souvent ce truc pour... ça me passionne, en fait, ce concept de voir quelque chose totalement différent avec une seule œuvre. Voilà. C'est ce truc de voir, même si techniquement sur le cahier des charges, le mec a rempli tous les quotas de ce qui est techniquement un grand film, quelqu'un va le voir et il va dire effectivement c'est un chef-d'œuvre, et son meilleur, quelqu'un à côté qui a vu le même film va dire moi ça ne me parle pas, je me suis ennuyé devant ce film, je trouve pas ça spécialement beau, tout ça. Et voilà, après, c'est dur de répondre à cette question, parce que c'est je pense, ce qui se rapproche le plus de l'instinct, en fait, l'instinct humain. Et puis ça dépend de plein de choses, ça dépend de ton vécu, ça dépend du contexte, ça dépend... voilà, on en a déjà parlé dans certains épisodes de Cinésphère, mais le fameux film que tu vois... à une période de ta vie, que t'aimes pas parce que t'es dans une période de ta vie où il y a plein de choses qui font que le contexte est ce qu'il est, et que tu regardes ce film et tu l'aimes pas, chef-d'œuvre ou pas, et à côté de ça tu le revois dans 30 ans, et est-ce que tu as pris du recul, est-ce que ta cinéphilie s'est nourrie aussi de ce qui peut se rapprocher sur des œuvres objectivement des grands films? Parce qu'il y a peut-être des détails techniques que tu vas capter,
et que tu vas plus reconnaître 20 ans après ou 10 ans après, et te dire oui, ça c'est techniquement fou, et ça je l'avais pas vu il y a 10 ans ou quoi. Donc ça grandit aussi, et ça change, je pense, avec le temps régulièrement. Donc voilà. Cassandre? Alors moi déjà, pour moi-même, j'ai besoin un petit peu de clarifier que de mon côté, l'objectivité donc est inatteignable même par les secteurs académiques. Donc ça, c'est factuel. Mais du coup, voilà, dans le cadre de la vidéo, donc on dit objectif pour les critères tels que cela, les critères qui sont légitimés académiquement aujourd'hui. Et du coup, à partir de là, pour ces critères, il y a aussi plein de choses à prendre en compte pour moi, comme par exemple, déjà, c'est qui le public d'un film. C'est-à-dire déjà, est-ce que souvent, je pense qu'il y a plein de gens qui regardent des films et qui vont les juger alors qu'ils sont pas le public. Et déjà, et quand je dis pas le public, je parle même pas du public visé par l'équipe marketing. Je vais parler de pas le public parce que le sujet ne nous touche pas ou même peut nous créer un sentiment, enfin vraiment on n'est pas en accord avec le sujet, alors on va déjà pas être réceptif au film, alors que pourtant le film peut avoir un sujet et le développer de façon très adroite. Ou même les critères culturels aussi. Un film peut nous être inabordable parce que il ne répond pas à nos critères culturels, ou même au niveau de la classe sociale. Moi par exemple, si je regarde des films qui ont des écarts énormes de classe sociale, je peux trouver ça intéressant, mais je peux pas avoir une immersion comme avec un film qui va représenter quelqu'un qui est beaucoup plus proche d'une classe sociale similaire à la mienne. Et ça vaut pour tous les aspects des personnages, tous les aspects du film, de son contexte. Enfin, c'est tellement de critères qui vont déterminer, et quand je parle en plus du bon public, même imaginons qu'on trouve le parfait public, la personne qui est censée répondre, qui a toutes les capacités à s'identifier, donc qui a l'empathie nécessaire, qui a l'appréciation du cinéma de façon générale, qui va connaître ses codes, on va dire, imaginons qu'elle ait tout ça. Comme je l'avais déjà développé, comme on en avait déjà parlé dans une autre vidéo, dans un autre audio, il y a aussi l'aspect du moment, de la réceptivité en lien à l'humeur, à notre capacité d'ouverture à un moment donné, qui peut, si ça tombe mal, en fait, complètement gâcher une expérience, et pour autant, on va essayer d'en trouver les raisons, souvent dans le film. C'est-à-dire, mais juste parce qu'on lui laisse pas sa chance. Donc en fait, c'est déjà plein de critères comme ça qui fait que, pour moi, les films vont souvent être jugés très hâtivement, et en fait, quelque part, c'est presque, si le film est aimé ne serait-ce que par une personne, c'est qu'il a indéniablement des qualités. C'est juste que peut-être que cette personne, cette unique personne au monde, est peut-être juste l'unique personne qui est le public de ce film. Juste parce qu'il a le profil, parce qu'il a le... Et du coup, à partir de là, est-ce qu'on considère qu'un bon film, c'est un film qui a un large public ? Là, le milieu nous a prouvé que non, parce qu'il y a plein de films qui ont un public restreint et qui, pour autant... sont très appréciés, mais dans des secteurs justement davantage de niche, chacun avec leurs propres critères. Ça doit beaucoup parler à Michael, ce que tu dis là, Cassandre. Alors, ça m'a fait rire quand tu parles des films qui pourraient marcher sur une seule personne. Et le problème, c'est que le cinéma, c'est l'art qui coûte le plus cher en fait. Et le cinéma, ok, c'est un art, mais c'est surtout une industrie. Enfin, ou peut-être pas surtout, mais aussi une industrie. Aujourd'hui, peut-être surtout. Mais du coup, il est difficile de se permettre de faire des films qui cherchent pas à plaire au plus grand nombre. Et c'est là que l'objectivité entre en compte. On est obligé de rentrer dans certains critères objectifs pour être sûr d'attirer le public. C'est pour ça qu'on a cette sensation un peu de voir toujours le même film, car c'est ça qui marche en ce moment objectivement. Oui, mais après je vois ce que tu veux dire, et je pense que c'est ça encore notre problème, le fameux on fait ça parce que ça marche. Mais du coup c'est intéressant parce que je pense que ça peut être résumé avec le succès critique et le succès public d'un film. Là je pense que on est clairement dedans, avec les studios font des films qui marchent, et du coup au box-office effectivement ça va faire peut-être pas mal d'argent, et après il y a le succès public où là c'est le succès public, c'est plus quand ça marche au niveau des entrées. Le succès critique, c'est des fois des films qui se prennent des bids monumentaux au niveau box-office, et qu'à côté tous les critiques cinéma, ça c'est encore autre chose, les critiques, on va peut-être pouvoir en parler après, mais voilà, les critiques qui
qui ont comme travail de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, de manière plus normalement, à la base, je pense, du métier de critique, c'est d'être le plus objectif possible. Et voilà, et il y a des films comme ça qui se prennent des bides, mais où la critique s'accorde plus ou moins pour dire c'est un grand film. Et je pense qu'on est clairement là-dedans avec les studios qui disent ça marche. Mais du coup, le truc, c'est que est-ce que c'est ça, est-ce que c'est objectivement la même, est-ce que c'est la même chose, un film objectivement bien et un film qui objectivement rentable? Je pense que c'est ça la question, tu vois. Est-ce que c'est la même chose, un film qui objectivement est bien et un film qui objectivement est rentable? J'ai l'impression que quand il y a je ne sais pas combien d'entrées pour un film, les producteurs derrière considèrent que le film est un succès. Et j'ai l'impression que le cinéma fonctionne comme ça. En fait, si ça marche, c'est que c'est bien. Tu vois ça même maintenant, même par rapport à les films qui sortent maintenant et tout, ça, tu penses ça? Ah non, moi je pense rien, hein. C'est juste que je cherche à dire plein de choses pour pousser la réflexion au max. Parce que ouais, je pense que justement maintenant on a tellement de choix et on a, enfin notamment les premiers trucs qui me viennent en tête, c'est les blockbusters parce que c'est ce qui amène techniquement le plus de monde, c'est ce qui marche le plus ou moins, parce que c'est ce qui est fait pour ça à la base. Un blockbuster, c'est fait pour amener du monde, pour divertir un maximum de gens. Mais c'est vrai que là, on a quand même, ça fait quelques années que les plus grands blockbusters qui viennent des plus grands studios se prennent des bides assez astronomiques à chaque fois. Donc est-ce que, voilà, encore une fois, comme on dit, est-ce qu'on n'est pas dans une étape un peu charnière où ça va commencer à gentiment basculer et qu'on va revenir justement à des trucs un peu plus d'auteur, un peu plus un peu moins cher, des trucs comme ça. Mais je pense que ça bascule peut-être un peu, ça, le truc de on te montre un film qui marche, du coup c'est que c'est bien. Je pense qu'il y a pas mal de contre-exemples qui font que c'est pas aussi facile, quoi. Cassandre ? Déjà, je dirais que la rentabilité d'un film n'est absolument pas un critère de qualité pour qui que ce soit. Les industries vont miser dessus parce que ça leur apporte de l'argent. Ça ne dit rien de la qualité du film. D'ailleurs, il y a des films qui ont fait beaucoup d'entrées parce que le film va attirer, mais des fois, il peut y avoir même le public, le gros public peut être assez déçu de son expérience cinématographique, mais il y sera allé parce que la marque, parce que c'est pour ça que qu'en ce moment on est en pleine capitalisation là-dessus sur les non, j'ai oublié le mot, mais bref, les marques, en gros, les franchises, voilà, sur les franchises, qui capitalisent énormément sur les franchises parce que ça attire les gens. Mais des fois, même les gens qui vont les voir, ils trouvent ça un peu nul à la fin, hein. Ils ont peut-être pas détesté, mais ils trouvent ça un peu nul. Donc en fait, le critère de rentabilité, il peut être évalué dans d'autres secteurs, mais pour la qualité d'un film, il n'est pas du tout à prendre en compte pour moi. Et pour moi, en fait, ça s'est vu même au niveau des critiques publiques. Donc du coup, à partir de là, c'est son appréciation pour moi qui est davantage à prendre en compte, donc l'appréciation du public et l'appréciation des critiques. Et du coup, apprécier pourquoi, ça aussi, parce que souvent un film, en fait, il va avoir un but différent. Par exemple, les films, la plupart, enfin, le cinéma est souvent un vecteur d'émotion. On y va souvent pour ressentir des choses. Mais par rapport à notre époque d'aujourd'hui, je pense que s'il y a beaucoup de films extrêmement, enfin, comment dire, pour beaucoup, qui vont être plus légers, qui vont être et qui vont au contraire presque doser une émotion, garantir une sorte de moyenne d'émotion qui va osciller, mais qui va pas partir dans les extrêmes. Donc c'est ce que moi j'appelle un film qui va être un peu lissé pour maximiser le public visé. Mais ces films-là, ils remplissent parfois un autre but qui est l'évasion. En fait, les gens, aujourd'hui, on est dans une période un peu dure, une période où les gens, ils ont envie de s'évader. Ils ont pas, des fois, en fait, ils sont pas armés avec la charge mentale d'aujourd'hui pour vivre de grandes émotions à la Titanic ou à la Ligne verte. Et je pense que c'est aussi propre vraiment à notre période d'aujourd'hui. Si les gens, en fait, s'il y a des gros films qui sont très appréciés, alors que n'importe quel critique cinéma derrière va être en mode c'est de la grosse merde, pourquoi vous y allez, pourquoi vous aimez ce film, d'où ça vient? Mais ça vient de la différence d'objectif. Je pense que quand on a un amour profond du cinéma, on recherche forcément de l'émotion, on recherche forcément plus dans le cinéma que une détente et une fuite du quotidien. Alors que pour un large public, c'est cette fuite du quotidien qui est l'objectif. Et dans ce cas, le film qui va justement temporiser ces écarts d'émotions,
à la Marvel, parce que j'adore tirer dessus, et du coup, ça marche parce que eux, c'est ça qu'ils visent. L'objectif que veut ce public-là, c'est de pas se prendre la tête, c'est d'oublier un peu toutes les guerres qu'il y a à travers le monde, c'est d'oublier les combats sociaux, c'est d'oublier toutes les tensions en fait de l'époque d'aujourd'hui et dont Internet nous permet, nous abreuve même assez ponctuellement. Et cette fuite, je pense qu'elle a jamais été plus forte qu'aujourd'hui. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a un écart assez dantesque entre les succès grand public et les appréciations critiques. Parce que les appréciations critiques, elles sont vraiment connectées à cet amour profond du cinéma, qui est je regarde un film parce que je veux ressentir quelque chose. Je veux ressentir quelque chose que ne m'amène pas la vraie vie. Et non pas au contraire, je veux m'arrêter de ressentir la vraie vie. Oh, waouh. Ce podcast commence à me donner le vertige. Quelqu'un veut passer après ça? Erwan, tu te sens de rebondir? Non, je suis tout à fait prêt à rebondir. Alors je vois ce que tu veux dire, et en même temps je suis pas tout à fait d'accord sur le fait de on n'a jamais ressenti ça, parce que en fait les grands blockbusters qu'on peut voir, en fait, ils pop à chaque grande crise. Je veux dire, là, ça fait une dizaine d'années que les blockbusters pop parce qu'il y a tous ces problèmes. On parle réchauffement climatique et la montée du terrorisme aussi. Mais début 2000, avec l'entrée en guerre des États-Unis au Moyen-Orient, on va voir apparaître des grands blockbusters, aussi des grandes franchises, parce qu'on a besoin de respirer un peu. Fin 90, début 2000, du coup, c'est quand les États-Unis rentrent en guerre, on va avoir des grandes franchises apparaître, du fantastique, du merveilleux. Et après 45, on va aussi avoir besoin d'aventures d'espace. C'est là où on va avoir les grands films sur les pirates, les choses comme ça, où on a besoin d'aventure. On part à la... de l'aventure pour respirer un peu. Et en fait, c'est dans les périodes de paix, si on peut dire, de paix entre gros guillemets, des périodes économiquement fastes, où en fait on va avoir des booms. Par exemple, tout bêtement, la nouvelle vague, c'est les années 60-70, c'est le plein emploi, c'est tout va bien, le pays est reconstruit, tout le monde a plein d'argent, boum, alors on peut se permettre, on fait des films un peu plus réfléchis, parce que les gens n'ont pas besoin de s'évader, justement. Pareil pour le nouvel Hollywood, on est les années 70-80, pareil, tout le monde a une Cadillac, dans la famille, on est 5, et les 5 personnes ont une Cadillac, même les enfants, c'est beau, c'est magnifique, c'est le capitalisme. Et les grands péplums qu'on va voir apparaître, en fait, les grands mouvements de gros blockbusters, c'est souvent, le cinéma est souvent plus en réaction à quelque chose plus que de son propre fait. Je veux dire, les grands blockbusters, c'est-à-dire Ben-Hur, les choses comme ça, sont en réaction à l'apparition de la télévision. Et les blockbusters, pour moi, Captain America, Iron Man, tout ça, c'est globalement pour moi une réaction aux plateformes, à Netflix, Amazon, tout ça. Et pourquoi là on commence à s'essouffler? Parce que tout le monde commence à avoir des plateformes, et tout le monde commence à voir les limites de ces plateformes, de dire j'ai plus besoin d'aller au cinéma, j'ai le cinéma à la maison. Et c'est pour ça qu'on a commencé à faire des trucs à plusieurs milliards de dollars en mode mais on va voir Avengers, mais on va le voir au cinéma parce que c'est mieux avec des popcorn. Je me comprends. Et c'est pour ça que je pense que là aussi ça s'essouffle, et peut-être que dans l'avenir on va re-avoir un cinéma beaucoup plus posé, beaucoup plus... on va avoir une nouvelle vague. Vous savez, la mer, de toute façon, la vague se retire et puis revient, quoi qu'il arrive. Et aussi, pour rebondir avant, c'était sur le fait de la subjectivité le film marche avec une seule personne. Alors là, moi, du coup, je suis pas vraiment, absolument pas d'accord avec ça, parce que tout bêtement, pour moi, en fait, l'art, c'est avant tout un facteur social. Et alors, du coup, c'est un peu un autre côté nihiliste de ma part, c'est que pour moi, tout est social, sociétal en tout cas, et du coup, c'est le nombre qui fait l'objectivité. Je veux dire, c'est pas...
les films, par exemple, qui ont été perdus, qui ont fait un four et qu'on retrouve des années plus tard, c'est parce que c'est des gens qui sont allés le déterrer et qu'après, le grand public a dit « Ah oui, en fait, ce film est bien », ou alors la communauté des cinéphiles ont dit « Ah ben ce film est bien, alors on le réhabilite ». Parce que si tu vas chercher un film des années 30, personne ne l'a vu, et tu dis « Ah ben ce film est génial », et que tu te dis « Non, non, c'est toujours de la merde », et ben ça ne deviendrait pas plus culte pour autant. Et moi, je pense que c'est la société, c'est le groupe humain, et c'est la majorité qui fait l'objectivité. Et c'est pour ça que c'est triste, et que des fois le monde est triste parce qu'on est quand même beaucoup de cons. Et du coup, la troisième idée qui déboule de ça aussi, c'est quand on parlait des budgets, des choses comme ça, qu'on parlait des grands films, de dire oui, mais compare à l'art. Et en fait, on oubliait, parce que, comme j'ai dit, cette révolution de l'art, que jusqu'au XXe siècle, c'est que de l'art de commande. Je veux dire, Michel-Ange, pour faire son David, on est bien d'accord, il n'a pas sorti ses petits deniers pour acheter 4 mètres de marbre, parce que le mec, il n'avait pas les thunes. Le David de Michel-Ange, une commande, de Vinci, la Mona Lisa, une commande, tous les grands noms, même sous l'Antiquité, je veux dire, toutes les statuaires, c'est des statuaires de quoi? De Dieu. Je veux dire, c'est pas comment ça s'appelle, Alexandros, il a pris ses petits drives, il allait au marché, et il a acheté son petit marbre pour faire sa statue pour son jardin. Non, c'est c'est la cité qui allait le voir, il fait « Hé Alexandros, tu nous fais une statue de Zeus? Super, trop merci. Hein, oui, t'es un artiste, c'est bravo mec, tu mettras ton nom si tu veux. » Mais du coup, c'est ça, c'est de se rappeler que en fait, ce qui est fou, c'est que le cinéma est quand même génial, c'est qu'il a mélangé ces deux choses dès sa naissance, c'est-à-dire le cinéma de commande avec les gros blockbusters et même des films géniaux, totalement objectifs ou subjectifs. Par exemple, Jurassic Park qui est finalement une Mona Lisa, parce que c'est un cinéma de commande, mais très bien réalisé, à des petits films indépendants. Et puis, j'ai envie de dire, tu prends ta caméra, grâce à Internet maintenant. Moi, ça me viendrait pas à l'idée de dire que, par exemple, Le Visiteur du Futur, c'est pas du cinéma. Et le mec, ils ont filmé avec 3 bouts de carton. Et du coup, tu peux filmer ton tableau avec tes 500 balles de peinture sans forcément le montrer dans une salle de cinéma. Mais c'est pas pour ça que tu ne peux pas faire de cinéma. Voilà. Du coup, je me dis que en fait, finalement, le problème est jamais réglé. Et il faut tout brûler, je pense. Et repartir sur des bases. Après, pour moi, on peut varier entre l'objectivité et la subjectivité pour mieux comprendre une œuvre. Par exemple, Equilibrium. Avant, j'adorais ce film, genre film de chevet, quoi. Et aujourd'hui, en rajoutant mon objectivité de cinéphile, on va dire, je trouve que ce film est assez naze. Et ça m'énerve, parce que c'est un film que j'adore, mais que je déprécie depuis que je trouve qu'il est raté, quoi. A contrario, il y a des films comme ça que je peux ne pas aimer, mais chercher à le comprendre objectivement peut me permettre à ce que je le réhabilite, en gros. Par exemple, je suis toujours le même parce que c'est ma némésis, mais je pense qu'objectivement, 2001, l'Odyssée de l'espace est un grand film de cinéma, alors que pour autant, je déteste ce film. Alors qu'à côté, la filmographie de Lynch, par exemple, c'est pas apprécié par tout le monde, alors que moi, j'adore. Déjà, t'as cité des films et c'est marrant parce que ton appréciation des films, ce paradoxe que tu pointes est vraiment en comparaison de la culture légitime. Lynch, il est considéré dans la culture légitime comme étant un grand auteur de cinéma. La plupart des spécialistes sont complètement d'accord là-dessus. Du coup, à partir de là, on se sent un peu con quand on n'est pas dans la culture légitime. C'est factuel, c'est la culture qui est légitimée socialement. Donc la culture souvent académique, donc établie par une caste relativement élitiste et de connaisseurs. Hein. Je dis pas le contraire, je dis pas que ça repose que sur l'élitisme, mais il y a une part d'élitisme dans l'affaire. Et du coup, je trouve ça intéressant parce que cet exemple, il est très parlant dans ce que tu pointes, puisque le premier film que tu as cité, 2001, l'Odyssée de l'espace, est unanimement considéré comme un chef-d'œuvre, et particulièrement par justement la culture légitime. La culture légitime, tout le monde est d'accord là-dessus. Et du coup, à l'inverse, Equilibrium, oui, c'est tous les cas. Alors je précise, moi aussi j'aime beaucoup ce film. Et en même temps, c'est vrai qu'il a des codes assez nanardesques qui fait qu'il est non, putain. Ah, vous avez compris. Oui. Délégitimisé. Merci. Voilà. Par rapport justement à ces fameux codes du cinéma, par rapport à tout ce qui va être la vision académique, on va dire, du cinéma.
Mais dans cette vision, c'est pour ça qu'en fait, moi, je remets en perspective, parce que je me dis, sans la culture académique, enfin, sans la culture légitime, s'il n'y avait aucune culture légitime, et qu'on était juste, je sais pas, une bande de bouseux en campagne, qui avait absolument pas accès à Internet, eh ben, peut-être que l'Odyssée de l'espace, tu l'aurais vu, et tu te serais juste dit, c'est naze. Mais parce qu'il est légitimé culturellement, en tout cas, je le présuppose, parce qu'en tout cas, moi, ça m'a fait ça avec le film que je vous avais dit que j'avais rien pigé la dernière fois. Le film de Lynch, justement. Oh là là, je perds mes... Ah, Mulholland Drive, tu l'avais vu. Ouais. Merci. Voilà, Mulholland Drive. Pollux. Mulholland Drive, j'ai l'impression... En fait, ça me fait chercher, parce que j'ai l'impression que j'ai pas compris un truc. Comme tout le monde apprécie ce film, et que moi, j'ai pas particulièrement apprécié, j'ai pas détesté, mais quand t'as rien compris, forcément... et j'ai pas été emportée par l'ambiance. Des fois, je comprends rien et je kiffe ma vie. J'ai pas kiffé ma vie sur Mulholland Drive. J'ai juste été en mode... Je sens que c'est un chef-d'œuvre, le truc. J'ai forcément loupé quelque chose. J'ai forcément pas compris où était le talent de ce film, où était le... Et ça m'a fait le chercher. Et parce qu'il est légitimement considéré. Et ça m'a fait un petit peu remettre en question mon propre avis, en fait, par rapport à ça. Parce que si je restais dans une appréciation purement subjective, je serais passé à autre chose après ce film, et j'aurais été en mode, ok, j'ai pas compris, allez, on passe au suivant. Donc tant pis, il est pas pour moi. Et peut-être que ça serait arrêté là. Mais justement, si je cherche à découvrir, c'est parce que je me dis qu'il y a un truc que j'ai loupé. Et je me dis avec 2001, l'Odyssée de l'espace, ça t'a peut-être fait un peu ça, parce que je pense que la culture légitime appuie sur le fait, nous donne peut-être le sentiment d'être des méconnaisseurs, justement parce qu'ils ont ce statut d'objectivité, qui, comme je dis, peut être à remettre en question, hein, puisque ce statut d'objectivité change et varie d'époque en époque. Mais parce qu'ils ont un statut d'objectivité, bah, on se sent toujours un peu con dans ce qu'on aime, d'être en mode, bah moi je trouve que ça c'est une merde, quand tout le monde est unanime pour dire que c'est un chef-d'œuvre. Mais ce que je pense, c'est que ça peut être appliqué à d'autres films. Parce que, comme l'a dit Erwan, bah, des films qui sont aujourd'hui considérés des boosts peuvent être les chefs-d'œuvre de demain. Et c'est en ça que notre appréciation subjective, eh ben, elle a sa place aussi. D'où le fait qu'Equilibrium, même si le monde académique va un peu cracher sur le film, il a quand même son public qui va le kiffer, puisqu'il y avait Écran Large qui en avait parlé également, hein, un membre d'Écran Large qui avait défendu ce film pour ce qu'il apportait, et c'est vrai que, bah, voilà, on est déjà... deux autres personnes ici présentes à le défendre, donc peut-être que c'est le chef-d'œuvre de demain, peut-être que c'est un de ces chefs-d'œuvre de demain, quand les codifications auront évolué, peut-être que ce sera la Vénus de Milo ou la Joconde dans 20 ans, qui peut savoir. Bien sûr. Et dans cette idée-là, en fait, je trouve ça drôle qu'on soit toujours dans ce comparatif par rapport justement à la légitimation, vous m'avez compris, culturelle. Donc... Benjamin ? Oui, non, je rebondis sur un truc, c'est justement, Cassandre parle d'écran large, et c'est une réflexion que je me suis fait justement tout à l'heure en regardant une vidéo de eux, de leur chaîne YouTube, et c'est des critiques cinéma, donc c'est ceux qui, je pense, dans l'inconscient collectif, ceux qui sont le plus légitimes à dire si un film est bien ou pas, sur le papier bien sûr, en théorie, sauf que bah, c'est une équipe de critiques. Et je me suis fait la réflexion parce qu'il parlait, enfin il y en avait une qui parlait d'un film en disant un tel et moi on aime beaucoup ce film, mais un tel et un tel n'aiment pas ce film. Sauf que du coup je me dis, là on est dans un cas vraiment typique quand on parle de subjectivité, ben, même dans ceux qui seraient potentiellement les plus objectifs, ben, y a quand même une part de subjectivité. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, bon, pour l'exemple, c'était Pacific Rim. Du coup, il y en avait deux qui disaient que Pacific Rim était un chef-d'œuvre, et après, elle dit n'en déplaise à un tel et un tel. Et du coup, je me suis dit, même dans une équipe de critiques cinéma qui ont potentiellement la même base d'études ou la même formation, des trucs comme ça, ben, ils vont aimer ou pas un film. Et du coup, ça, c'est pour dire que c'est quelque chose de humain, mais je pense qu'il n'y a pas plus humain que ça. Et que même si tu dis sur le papier, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est objectivement bien, ça c'est objectivement bien, ça c'est objectivement bien, il y a quand même le fait que bah, tu vois un truc qui te procure des émotions ou pas, parce que c'est le propre de l'art, c'est d'évoquer des émotions. Oui, tu vas voir un truc et tu vas dire oui, c'est très bien fait, mais ça va peut-être rien te faire, alors que si tu regardes un dessin, bah, tu vas te dire celui-là est plus mal fait, mais je préfère. Et notamment pour
un exemple qui est assez parlant, je trouve. Picasso, qui faisait dans sa première partie, quand il a commencé, il faisait des dessins limite réalistes. De ce que j'ai entendu, c'était presque des photos, les trucs. Donc là, objectivement, je pense que c'est assez parlant, et je pense que c'est indéniable quand tu prends une photo, une vraie photo, et que tu prends un dessin, et que tu vois presque pas la différence. Bon, objectivement, je pense qu'on peut dire que c'est un bon dessin. Mais à côté de ça, ça n'intéressait personne. Et il a commencé à faire du cubisme, et tout le monde s'est dit que c'était un génie. Je pense que pour les films, c'est pareil. Tu peux faire un film magnifique, beau, avec une belle musique, avec des comédiens oscarisés et tout. Bon, ben, si ça raconte rien, ou que ça te procure pas d'émotion, je pense qu'on est vraiment là dans la théorie et la pratique. Et encore une fois, moi, je parle souvent de fond et de forme dans des films. Et je pense que la forme peut être définie comme objectivement bien ou pas, mais le fond, je pense que c'est tellement propre à chacun que c'est très compliqué de dire objectivement ça, le fond de ce film est bien ou pas. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des... C'est aussi intéressant, et ça je reprends ce que disait Cassandre au tout début, où elle disait que un film dépendait du public auquel il était destiné. Et je sais que c'était Simon Rio, pardon, qui parlait justement dans une chronique aussi, quand il était encore à écran large, il parlait de Bac Nord, justement, le film avec Gilles Lelouch et François Civil notamment, je ne sais plus le nom du réalisateur, bref. Qui a, voilà, un film qui a été critiqué parce qu'il est soi-disant trop de droite pour certains et tout. Sauf qu'il disait, bah moi je suis de gauche, et je ne suis donc pas d'accord avec ce que me propose ce film, au niveau des messages, en l'occurrence. Mais sauf qu'il disait, bah moi ça me dérange pas de ne pas être en accord avec un film. C'est-à-dire que je peux regarder un film en me disant, je suis pas d'accord avec ce qu'il me dit, mais à partir du moment où c'est bien fait, bah ça peut me procurer des émotions. Et là, pour moi, on est dans le cœur de l'art, c'est de procurer des émotions. C'est pour ça que il y a toujours j'aurais presque envie de parler de technique quand on parle d'objectivité ou de subjectivité, dans le sens où voilà, je pense que Stanley Kubrick, notamment, parce que tu parlais de 2001 dans l'Odyssée de l'espace, c'est quelqu'un qui, oui, on aime ou pas ses films, mais je pense que tout le monde s'accorde à dire qu'il fait des beaux plans, il est bon en réal, enfin voilà, il sait construire un film. Après, moi, 2001 l'Odyssée de l'espace, j'ai adoré. Bon, par exemple, Shining, bon, ben, je me fais chier dedans. Et c'est pas parce que je vois des beaux plans et je me dis que c'est bien cadré et que ben, voilà, les acteurs sont bons parce que Jack Nicholson, il est bon. Ça, je pense que voilà, c'est encore une fois, t'aimes ou t'aimes pas Jack Nicholson, mais j'ai rarement entendu quelqu'un qui me disait je trouve qu'il joue mal. Mais voilà, le tout, ce film est fait de plein de bonnes choses, mais pourtant, moi, il ne me parle pas. Et du coup, je me fais chier devant. Et du coup, je sais pas dire si c'est objectif ou pas, mais c'est juste que, bah, au final, je me fais chier devant, quoi. Donc, c'est ça qui est compliqué, quoi. Bah déjà, moi je trouve ça bien déjà d'établir quand on n'est pas le public d'une œuvre parce qu'elle ne correspond pas en termes de rythme, parce qu'elle ne correspond pas en termes de sujet, en termes de technique, enfin, des fois on n'arrive même pas à le déterminer, mais juste des fois les films ne correspondent pas. C'est pas qu'ils sont bons ou pas bons, c'est qu'ils ne correspondent pas à ce que nous on attend du cinéma, à notre rapport au cinéma. C'est vrai. Après, il y a il y a beaucoup de problèmes quand on dit de subjectivité, d'objectivité. En fait, c'est que dans l'idée justement d'être dans l'intelligentsia cinéphile, de dire ah non, il faut tout bien voir, mais ce film il est génial, ce film il est génial. Alors du coup, soit tu mens, soit tu dis non, mais ou alors tu vas t'énerver parce que tu dis non, mais objectivement ce film est bien, machin. Et en fait, c'est qu'il y a, pour moi, il y a un vrai problème de subjectivité. Par exemple, il y a des films, mes films préférés, c'est les films de nuls. Objectivement, ils sont nuls. Enfin, je veux dire, j'adore Val Helsing, Underworld. Bon, voilà, on n'est pas sur le, comment ça s'appelle, la palme du cinéma. Mais ces films est bien. Je les aime. Subjectivement, je les aime. Objectivement, ils sont pas bien. Mais est-ce que, en fait, c'est ça le plus compliqué, c'est le cinéma nous provoque. Oui, mais est-ce que ces films sont si nuls que ça ?
Il y a une phrase que tu as dit tout à l'heure que j'ai bien aimée, je l'ai notée d'ailleurs, c'est l'objectivité est populaire. Donc ces films ne sont pas forcément nuls. Bah, dans l'idée, ouais, ça serait ça. Et du coup, c'est souvent aussi que c'est difficile de... Vu que le cinéma se provoque une émotion, c'est difficile de, quand on parle du film, de t'enlever de l'émotion. De dire, bah attends, on se pose 2 minutes, est-ce que le film était vraiment bien? Est-ce que tu l'as aimé? Oui. Bon, mais ça, c'est pas la question. C'est est-ce qu'il est objectivement, est-ce que les plans sont ratés, est-ce qu'on voit une perche et tout ça? Moi, je pense que c'est 2 questions différentes. Et oui, après, bien évidemment, de toute façon, ça restera, quoi qu'il arrive, subjectif, je pense. Parce que je suis d'accord avec Cassandre, l'objectivité est pas atteignable. Ou alors il faudrait être une machine, il faudrait demander à ChatGPT. Et même là, c'est pas vraiment tout à fait subjectif parce que vu que c'est des êtres humains qui ont créé tout ça, pour moi c'est compliqué. Mais c'est de réussir à se détacher en fait, pour savoir si c'est objectif ou pas, de réussir à se détacher de l'émotion du film. Et c'est trop souvent le fait de savoir si un film est bien ou pas, c'est trop souvent des gens qui comparent leurs sentiments, c'est-à-dire leurs sentiments du film, avec le film en lui-même. Et c'est vrai que ça devient souvent des croisades de « Mais non, ce film est bien, il est bien parce que machin... » Et tu dis non, on s'en fout que tu l'aies aimé, c'est très bien que tu l'aies aimé, c'est important. Mais est-ce que objectivement, il raconte correctement l'histoire? Est-ce qu'il fait vraiment avancer l'histoire? Pour moi, c'est un peu l'idée, quoi. Et c'est pour ça que je trouve intéressant de parler de critique, parce que c'est je pense, là pour le cinéma, enfin il y a des critiques d'art pour tout, mais là on parle de cinéma. Mais c'est vrai qu'il y a souvent cette question-là de maintenant, en plus maintenant qu'on est dans une époque très où tout le monde parle, des fois pour pas dire grand-chose, mais voilà, tout le monde donne son avis, c'est ça le truc. Et que du coup, il y a pas mal le concept des critiques qui sont remis en question. Et je pense notamment là, il y a pas mal de ces gens-là qui passent par Internet maintenant avec des vidéos, enfin voilà, sur YouTube notamment. Voilà, on parlait d'écran large. Et on en arrive d'ailleurs à un point où c'est un sujet tellement délicat, la subjectivité et l'objectivité, même à notre époque, qu'on se retrouve notamment avec des vidéos YouTube, justement, de gens qui sont entre guillemets des professionnels et qui pourraient nous dire objectivement justement c'est un film bien ou pas. On se retrouve avec des tops par exemple de l'année, avec des gens qui commencent, alors qu'ils sont techniquement à même de nous dire si c'est bien ou pas, mais même eux commencent leur vidéo comme ça en disant c'est un top subjectif. Même si on est critique et qu'on fait des articles et qu'on publie dans des magazines ou quoi pour donner notre avis du film, on est critique, mais on est quand même humain. Du coup, oui, effectivement, il y a peut-être un film qu'on va préférer, mais que peut-être la majorité ne va pas aimer ou quoi. Et du coup, ça me tue en fait que même un métier qui est censé nous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, on arrive à se justifier de dire oui, ça on va dire que c'est bien, mais même si nous on le dit, c'est pas non plus une vérité absolue, parce que c'est les premiers justement à dire que ça reste de l'art, et que l'art est propre à chacun, et que ce qu'on ressent devant l'art est différent pour tous. Alors évidemment il y a des choses qui vont parler le plus grand nombre, quoi, et c'est pour ça que je suis plutôt d'accord avec ce que dit Erwan aussi sur la majorité qui fait que c'est bien ou pas bien. Personnellement, j'avoue être profondément en désaccord avec cette phrase, mais en même temps, je comprends pourquoi, dans quel sens vous le dites. Mais c'est vrai que je peux pas être en accord avec ça, parce que ça voudrait dire qu'on met au-dessus qu'on met en quelque sorte un avis qui serait plus proche de cette objectivité inatteignable parce qu'il est populaire. Et pour moi, c'est une idée avec laquelle je peux pas cautionner, parce qu'il y a trop de choses qui ont été populaires dans l'histoire. Enfin, je veux dire, on a été, même sur des plans. Je vais donner un exemple hyper bateau et vraiment mais pour vous illustrer un peu le truc. Enfin, je veux dire, à une époque, on était tous d'accord pour dire que l'esclavage et la ségrégation c'était génial. Voilà, il y avait une majorité de personnes qui pensaient ça. Et à partir de là, cette minorité de l'époque, oui, c'était elle qui était en tort. Du coup, c'était eux les plus objectifs. Voilà, ta gueule avec le wokisme, toi, personne qui n'est pas d'accord avec ton époque. Et c'est dans cette idée-là
que j'ai du mal avec ce concept-là. Pour moi, en fait, l'objectivité... Alors attention, je dis pas que j'ai des critères plus objectifs. Je pense juste qu'elle est foncièrement inexistante. Et que du coup, à partir de là, même notre façon de juger ce qui va être plus objectif ou pas est un rapport purement personnel avec l'objectivité. Et c'est en ça qu'en fait... que moi, je suis pas en accord avec cette phrase-là. Mais sans pour autant dire que j'ai une meilleure approche de l'objectivité, puisque justement, moi, j'établis juste que l'objectivité, personne ne l'a, que ce soit un groupe majoritaire, un groupe plus, plus connaisseur, on va dire, à travers justement le secteur académique. En fait, voilà, l'objectivité, on l'a pas, on l'atteindra jamais, et faut qu'on se fasse une raison, faut qu'on en fasse le deuil, en fait, nous, humanité, même si on a tendance, pour moi, à s'accrocher à ce concept. Et donc, voilà, juste mon petit rapport à cette phrase-là. C'est-à-dire que du coup, pour toi, à la question, en gros, quelle est la différence entre la subjectivité et l'objectivité, c'est pas du sarcasme, c'est une vraie question. Mais du coup, pour toi, en fait, la seule différence, c'est que l'objectivité n'existe pas, et du coup, il reste que la subjectivité, en gros. En fait, la subjectivité, pour moi, c'est bien l'aligner, déjà. Par exemple, pour moi, ce qui va être plus objectif, entre gros guillemets, ça va être une subjectivité qui va être placée. Si on parle d'un film sur un plan technique, la subjectivité qui se rapproche de l'objectivité va celle qui va aborder le film sur un plan technique. Mais en fait, pour moi, il faut faire plutôt par secteur pour essayer de se rapprocher, mais c'est plus une question de pertinence, en fait, qu'une question d'objectivité. Mais si on se rapproche d'une forme de pertinence parce qu'on est en accord sur la façon de juger un film, on peut se retrouver par exemple sur un jugement technique. Mais c'est pas un jugement de valeur, parce qu'un film qui a, on va dire, une technique désastreuse peut à côté avoir une narration ou un montage, ou j'en sais rien, mais une mise en scène, bref, peut avoir des qualités dans d'autres secteurs qui sont incroyables. Et du coup, c'est la valeur du film qui est pratiquement de l'ordre de l'inatelium à partir de là. Qu'il est difficile d'atteindre, on peut se retrouver sur certains critères. Par exemple, imaginons tout un groupe qui va déterminer les qualités techniques d'un film, tout un groupe qui va déterminer les qualités narratives, les qualités, etc. On peut se rapprocher, encore une fois, par rapport aux critères d'aujourd'hui, d'une pertinence commune. Voilà. Mais je parlerai plus d'une pertinence commune que d'une véritable objectivité. C'est juste qu'on se met dans le même angle pour déterminer en fait les qualités d'une œuvre. Parce que s'il y en a un qui dit c'est un chef-d'œuvre parce que lui il est en mode j'ai trop chialé à la fin, et qu'il y en a un autre à côté qui est en mode c'est un chef-d'œuvre parce qu'il a une mise en scène de ouf, ils sont déjà pas alignés en fait. Et s'il y en a un des deux qui est pas d'accord, ça veut pas dire qu'un des deux a tort. Et même s'il y en a 10 qui disent ce film est un chef-d'œuvre parce qu'ils vont penser à la mise en scène, peut-être que celui qui dit c'est un chef-d'œuvre parce qu'il trouve que c'est une œuvre sensitive et contemplative et qu'il a ressenti dans ses viscères, on va dire, pour moi ça veut pas dire qu'il a plus tort que les 10 autres. C'est juste qu'il l'aborde pas dans le même angle. Je comprends absolument ton argument et je le comprends tout à fait, et surtout qu'il est très bon. C'est que là où par contre en fait je mets un bémol, je vais reprendre ton idée de l'esclavage. En fait, c'est pas forcément pour aller par là, mais c'est surtout pour aller plus loin. C'est que en fait pour moi, partir de ce postulat, en fait c'est que je pense que dans l'art comme dans le groupe l'humanité de manière générale, c'est que ce qui est objectivement bien ou pas bien découle encore une fois du groupe social, et du coup mais ce qui est bien hier n'est pas bien aujourd'hui, mais ça veut pas dire qu'il n'était pas bien hier. Si j'arrive à me faire comprendre, c'est que vu que c'était bien hier, mais hier c'était bien. Mais voilà. Mais enfin là c'est surtout parce que là on parle de l'esclavage, mais c'est comme tout. J'ai envie de dire comment ça s'appelle, cinématographiquement, on peut parler aussi objectivement simplement du grain de l'image, ou même des effets spéciaux. Et c'est vrai que les effets spéciaux vieillissent, et dans cette idée, objectivement, tu regardes Star Wars, tu dis ah c'est moche, objectivement c'est moche, donc c'est pas bien. Alors que c'est absurde de se dire ça, parce que je pense que c'est l'œuvre complète qui doit être jugée, et surtout remis dans son contexte.
Et je pense que c'est en réunissant toutes les subjectivités de dire ah mais ce film est bien parce que ce film est bien parce que ce film est pas bien parce que en fait quand tu réunis cette espèce d'amas de choix que là en fait tu retrouves quelque chose d'objectif en mode en fait c'est là où on a des moyennes. J'ai envie de dire, il est jugé sur, comme quand on passait à l'oral, je veux dire, on a plusieurs barèmes de juge pour juger le film, et en fait c'est en faisant la moyenne de est-ce qu'il est bien, qu'on se rapproche de ce qu'on pourrait dire. Alors là, ça veut rien dire, mais le film ultime, qui aurait 20 en réalisation, 20 en montage, 20 en acteur, mais voilà, en fait l'objectivité, ça serait de se rapprocher du film ultime, quoi. Alors du coup, maintenant je pars sur un rapport beaucoup plus personnel, sur les questions d'objectivité, tout ça. Moi quand je regarde des films, en fait en général si le film parle pas, il y a beaucoup de films qui vont pas me parler, mais en fait j'ai tendance vraiment à les mettre dans la catégorie je suis pas le public ou quelque chose m'a échappé. En gros c'est des films où c'est un instance, j'ai l'impression de les avoir mal vus ou d'être pas la bonne personne pour les voir. Mais il y a un moment où, par exemple, la subjectivité, je m'en fous, c'est quand je suis énervée. Quand un film m'énerve, pour des critères qui sont complètement personnels, là, j'ai envie de dire que c'est un mauvais film. Et je vais appuyer toute l'argumentation que j'ai derrière. Est-ce que pour autant, parce que pour donner un exemple, alors, il y en a un sur lequel on va à peu près tous se retrouver, parce que tout le monde a chié sur ce film, c'est Astérix et Obélix en Terre du Milieu. Mais pour en citer un... Mais pour en citer un autre, on va dire un peu plus nuancé, c'est Deadpool et Wolverine. Deadpool et Wolverine, ça a été un gros succès. Il y a plein de gens qui ont adoré ce film, j'ai des amis qui sont allés, qui ont passé un super moment, et j'ai vu le film en étant, on va dire, dans la bonne ligne de mire, c'est-à-dire en mode, je vais me détendre, j'ai pas de grosses ambitions pour ce film, de grosses attentes, et j'avoue, je vais poser mon cerveau, comme on dit maintenant. Voilà. C'est la mode. Et... Ouais, alors moi je sais pas si c'est parce que je sais pas faire ça et que mon cerveau part dans tous les sens, et je dis pas qu'il va au bon endroit, hein, je dis qu'il part dans tous les sens. Mais voilà, poser son cerveau, je ne sais pas le faire. Et du coup, Deadpool et Wolverine, je n'ai pas du tout aimé. Je trouve que c'est un film qui est outrancièrement mercantile et qui prend vraiment son public pour des cons. Et moi, j'aime pas être pris pour un con. Donc du coup, j'aime pas ce film. Et j'ai très envie de le détester. Et quand je vais en parler à travers toute cette détestation. Même si je vais avoir des arguments précis pour établir pourquoi j'aime pas ce film. Donc on va dire que je peux avoir un langage d'objectivité, même si en fait derrière les raisons sont profondément subjectives. Parce que c'est subjectif, j'aime pas ce film, j'ai pas envie de voir ses qualités, j'ai pas été ouverte à ça parce que ses défauts m'ont trop sauté au visage pour que j'ai envie de voir ses qualités. Donc c'est pas comme un film neutre où je me dis bon, j'ai pas été attentive, j'ai pas été dans la bonne humeur, je comprends peut-être pas très bien la démarche derrière, ce qui est le cas de la plupart des films. Moi si je suis dans le neutre, j'estime juste que je suis pas pertinente en fait. Mais voilà, quand la détestation arrive, même pas la détestation, mais la colère, voilà, quand il y a un élément qui me met en colère, et dans Astérix et Obélix en Terre du Milieu, par exemple, ça va être... le fait que pour moi c'est vraiment une vision de boomer déconnecté sur des questions d'actualité telles que le féminisme et le végétarisme, donc c'est ça qui m'a profondément énervé dans ce film, mais en parallèle je l'aurais pas trouvé de qualité pour le rattraper. Donc il faut dire aussi que ça aide un peu quand un film a pas des qualités indéniables, parce que par exemple à côté j'ai pas du tout aimé The Creator aussi, parce que moi je suis une personne qui s'attache beaucoup à la narration, et je trouve que dans The Creator les problèmes de narration ils sont énormes et multiples. Mais à côté, la mise en scène et le visuel m'ont quand même un peu touchée. Donc ça m'a permis de faire un entre-deux, parce qu'il y a des éléments, enfin des qualités, on va dire, qui m'ont sauté au visage, même si c'est pas ce qui compte le plus pour moi dans un film. Un film, il peut avoir des images superbes, si derrière ce qu'il raconte, je trouve ça débile, je suis pas prise dedans. Et du coup, mais voilà, ça c'est juste, comme encore une fois, pour décrire mon rapport parfaitement personnel au cinéma. Et donc à chaque fois que je parlerai d'un film, c'est une bonne occasion pour l'établir, je serai profondément subjective. Et quand j'aime pas un film, je vais le défoncer de toutes les façons que je peux. Mais en fait, derrière, s'il y a des gens qui adorent ce film, bah tant mieux en vrai. Parce que c'est génial qu'il y ait des gens qui arrivent à kiffer leur vie sur le plus de films possible. Et si moi, j'ai pas réussi à saisir ou que je me suis énervée toute seule sur quelque chose, bah c'est aussi ma propre expérience. Ça fait du bien aussi des fois de se défouler. Hein, surtout qu'en plus, il y a plein de choses qui vont jouer. Comme quand on parlait de la valeur d'un film, il y a le comparatif. Si on regarde que des bons films, si derrière on tombe sur un navet, sur ce qu'on va juger être un navet, on va le descendre encore plus que si on s'est tapé 10 navets d'affilée.
Si on se tape 10 navets d'affilée, des fois, je suis sûr qu'il y a un contexte, un alignement d'étoiles qui fait que j'aurais pu voir Astérix et Obélix en Terre du Milieu et me dire « Oh si, c'est pas mal !» Mais voilà, il aurait fallu qu'il y ait des navets, qu'il y ait pas mal de navets avant, qu'il y ait pas mal que mon comparatif du coup baisse énormément, que je sois particulièrement alignée en termes d'humeur à un moment de détente où effectivement je vais être un peu moins prise dedans, un peu moins prise. Enfin bref, pour dire que je pense que même les films que je déteste, je pourrais les apprécier si les choses s'alignent et vont dans ce sens. Mais bon, ça n'a pas été le cas, et je pense quand même que c'est un alignement d'étoiles qui serait rarissime, quoi. Faudrait vraiment toutes les planètes en cercle, quoi, pour que ça arrive. Donc voilà, mon rapport un peu personnel. Perso, bon, j'ai un peu déjà dit mon ressenti avec des exemples comme Equilibrium et 2001, mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime énormément la technique. Donc il est plus facile pour moi d'avoir des critères objectifs. Si je vois un film impressionnant, avec des plans séquences, un montage de fou furieux et tout, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il est difficile de dire que c'est pas impressionnant en fait, et que c'est pas qualitativement bien foutu. Donc c'est vrai que je suis dans un entre-deux constant, on va dire. Et toi Erwan, ton rapport au thème? Alors très honnêtement, je fonctionne qu'à la subjectivité. C'est marrant parce que j'ai défendu l'objectivité pendant tout le... Mais parce que... et du coup, en fait, ça marche autant pour le cinéma que pour les musiques. C'est si un truc me plaît, je le prends. Si un truc me plaît pas, tant pis si c'est un chef-d'œuvre, par exemple. Voilà, je l'annonce devant les yeux du monde entier. Je n'aime pas Pulp Fiction. Ça me fait chier et ce film me fait chier. Voilà. Mais il y a d'autres. Alors, tant qu'on nous avoue, moi je déclare ici, mais je n'aime pas Fight Club. J'aime bien les avouons. Enfin, comment dire, on a tous avoué nos trucs un peu honteux, genre moi, Mulholland Drive, Fat Club. On est tous en train de balancer les bagages là. Mais alors, par contre, ça c'est un truc ultra intéressant sur les films. Comment ça s'appelle qui m'ont énervé. Alors, du coup, je vais vous reposer la question. Parce que est-ce que c'est des films, c'est le film qui vous a énervé, ou est-ce que c'est tout ce qui est autour? Est-ce que c'est l'histoire? Parce que moi je sais qu'il y a un film par exemple qui s'appelle le Zèbre c'est avec pas Clavier, le grand dans des Splendides, Thierry Lhermitte. Ouais, voilà. Et ben du coup c'est un film, en fait le film est bien. Et c'est l'histoire, en sortant de ce film, j'étais énormément en colère envers le film. Mais du coup, là, c'est vraiment, subjectivement, je suis très très en colère avec ce film. Mais objectivement, ce film était génial parce que, en fait, il m'a provoqué une émotion. Enfin, c'était une haine, mais c'était j'allais dire une bonne haine. C'est pas la mauvaise haine, c'est pas ah putain ce film c'est de la merde. C'est ah putain mais cette histoire, mais quel connard ce personnage. Et du coup en fait c'est la première fois où j'ai ressenti de l'émotion négative positivement envers un film. Et du coup j'ai été très perturbé. Mais du coup c'est ça, c'est subjectivement ce film était en fait, objectivement et subjectivement, ce film est génial parce que là, on retrouve l'émotion et même c'est la première fois que du coup le film, c'est même aujourd'hui le seul film qui m'a réellement apporté de la colère. J'ai eu la tristesse, la joie, tout ça. Mais alors la colère, c'est le seul film et du coup voilà, donc c'est un truc vraiment, personnellement, c'est vraiment full subjectivité et regardons ce qu'on veut et puis on emmerde le monde. Voilà. Petite question, le personnage qui t'a foutu la haine, c'était un personnage qui pour toi le film a voulu le rendre détestable, ou c'était juste ton rapport personnel au personnage alors que le film ne le présentait pas dans ce sens? Alors c'est un peu compliqué. Alors moi je sais pas si le film, je pense, ne voulait pas le rendre détestable. Je pense que le film voulait montrer que ce qu'il fait est beau, et en fait ce qu'il fait est beau, et en fait c'est sur une histoire un peu d'amour avec un personnage qui va toujours plus loin mais du coup je vous spoil pas, mais pardon, je vous ne le gâche pas, et Mais en fait, c'est vraiment les actions du personnage qui, moi, m'ont fait sortir de moi. Je suis vraiment sorti, alors que c'est complètement. Enfin, je veux dire, le film était terminé. Je fais, mais quel con! Mais c'est comme un con! Mais quel abruti! Et alors que. Enfin, voilà, ça n'a pas dû lui changer sa journée. Mais c'est vrai que.
que je pense pas que le film voulait nous le montrer méchant, ni même que ses actions devaient être méchantes, parce que, enfin voilà, il fait une action et je pense que même c'était même poétique, le film voulait le montrer poétique, mais j'ai trouvé ça complètement absurde et con. Oui, alors je rejoins Erwan sur... Enfin, ça on en avait déjà parlé dans un 3 films aussi, bah, je crois que c'est le dernier qu'on a fait, où je dis que justement moi qu'un film arrive à me procurer une émotion, et même si c'est négatif, c'est déjà qu'il m'a procuré quelque chose, c'est déjà bien, sachant que je vois des films où je suis... Pour moi, un film qui arrive à m'énerver est meilleur qu'un film que j'oublie le lendemain et que je regarde et que j'oublie presque instantanément parce que je m'en fous en fait. Et je pense que c'est aussi propre à l'humain, je pense, dans le sens où même au niveau des émotions avec avec le côté social entre humains, où on dit des fois que quand tu détestes quelqu'un, ça veut dire que tu as quand même des sentiments pour lui. Parce que la haine est un sentiment et que tu as des émotions pour cette personne. Ça veut dire que cette personne est assez importante pour toi pour que tu la détestes. Alors que une personne à qui tu ne parles pas parce qu'elle ne te fait rien ressentir, c'est là vraiment que tu oublies cette personne et qu'elle n'a aucune importance et aucune influence sur ta vie. Pour moi, le cinéma, c'est pareil. Moi, je préfère voir un film qui m'énerve parce que je me dis, ce film a au moins réussi à m'énerver. Ce qui est déjà mieux que de voir des films en me disant, je m'en fous, c'est bien ou c'est pas bien, je m'en bats les steaks et je l'aurais oublié demain de toute façon, donc c'était pas grave. Voilà, donc ça c'est une chose. Donc, ce que tu dis, c'est que tu préfères l'énervement à l'indifférence. Oui, c'est ça, c'est clairement la différence entre l'indifférence et le fait d'éprouver quelque chose en fait. Avec la dimension sociale, c'est trop bien de trash talk sur un film quand t'es avec d'autres personnes. Là, pour le coup, tu te décharges de tout ce que t'as ressenti pendant le film. Et moi, par exemple, le trash talk sur les gens, c'est toujours gênant parce que tu te mets à leur place, tu dis les pauvres, machin, ça peut-être que même les inconnus, tu peux toujours un peu leur trouver des circonstances, le fait qu'il a peut-être passé une mauvaise journée. Un film, ce qui vient, c'est que c'est pas une personne. Donc, il y a ce côté en plus, moi, je trouve, où s'il y a un endroit où tu peux te défouler, c'est là. Et du coup, je trouve ça hyper agréable de trash talk et de décharger toute ma colère sur un film. C'est avec quelqu'un d'autre, c'est un exutoire qui est vraiment vivifiant. Oui, c'est vrai. Mais attention, on se rappelle les enfants, la haine amène au côté obscur, alors attention. Je pense qu'il faut un petit peu décharger un peu la colère et la frustration quand même de temps en temps, justement peut-être pour diminuer une haine et une rancune, voire une amertume généralisée. J'ai un truc qui fonctionne aussi pas mal sur moi, sur l'appréciation que je vais avoir d'un film, mais ça rejoint un peu ce qu'on disait sur le mood, sur le moment, sur le contexte et tout. Et il y a aussi l'attente que tu as d'un film aussi. C'est-à-dire que j'ai, par exemple, un exemple parlant, j'ai dû déjà en parler dans ce podcast, mais c'est Drive, qui maintenant est un de mes films préférés, alors qu'au moment où je l'ai vu la première fois, je m'attendais à quelque chose qui n'était pas le film, et du coup j'ai été déçu, mais je me disais pas c'est un mauvais film, j'avais l'impression que c'était un mauvais film parce que je m'attendais à tout sauf à ça. Je m'attendais à notamment à cause de la bande-annonce qui vendait ça comme une espèce de Fast and Furious like, et du coup j'ai regardé ce film ce soir-là en me disant je vais voir un film d'action, sauf que Drive n'est pas un film d'action. C'est pour moi un chef-d'œuvre, mais ce n'est pas un film d'action. Et du coup, évidemment, quand tu regardes ça en te disant je vais voir ça, et que tu vois le contraire, évidemment, tu es déçu et tu dis mais c'est de la merde. Alors que je l'ai vu des années après, en sachant ce qu'était le film, et j'ai redonné une chance au film, ce que je fais assez souvent, en me disant voilà, je vois si j'ai évolué, si j'ai mûri et tout, et maintenant, voilà, je peux voir ce film une fois par an, et ça ne me gêne pas parce que je l'aime beaucoup. Après, pour ce qui est des contre-exemples, j'ai notamment Halloween qui me vient en tête. Halloween, donc de John Carpenter, qui est, je pense pouvoir dire, un de mes réals préférés. Sauf que
je ressens beaucoup de frustration quand je regarde Halloween, parce que je n'aime pas ce film, et je suis démuni face à tous les gens qui aiment ce film et qui en parlent objectivement, enfin encore une fois, plus ou moins, entre guillemets. Mais je pense que beaucoup de gens, la majorité, s'accordent à dire que Halloween est très bien parce qu'il a eu beaucoup d'importance et tout. Et je suis très triste de voir Halloween et de ne pas l'aimer, alors que c'est presque un de ses films les plus cultes, si c'est pas son film le plus culte à Carpenter. Sauf que moi, j'aime plein d'autres films qui sont moins cultes que celui-là, de lui. Mais celui-là, je l'ai vu 3 fois, et les 3 fois où je l'ai vu, en laissant des années d'écart, en essayant de me dire bon là j'ai mûri, je vais peut-être le revoir, je vais aimer, et non, je ne l'aime jamais ce film, et déjà il y a ce côté où je comprends pas presque, dans ce sens où voilà, j'ai envie de voir ce que la majorité justement voit, mais je n'y arrive pas parce qu'encore une fois, ce film ne me procure pas ce qu'il est potentiellement censé me procurer. Est-ce que ça en fait un mauvais film ? Je ne sais pas, parce que je suis pas, voilà, je ne peux pas dire c'est un mauvais film parce que je l'ai pas aimé. C'est de ça qu'on parle depuis tout à l'heure. Mais voilà, le fait est que je n'aime pas ce film parce que je m'ennuie devant. Il y a beaucoup ce problème de rythme pour moi dans ce film. Et après voilà, il y a encore le contexte qu'il faut prendre en compte en se disant oui, peut-être qu'à l'époque il a révolutionné plein de choses et tout, sauf que oui, peut-être qu'il faut le remettre dans son contexte, mais le fait est que quand je le regarde en 2020 ou 2025 ou quoi, bon n'étant pas quelqu'un qui était à cette époque-là dans une salle de cinéma pour voir ce film, j'ai tout de suite plus de mal. Là où, contre-exemple également d'un film qui a été longtemps dans mes films préférés, Yes Man, donc justement tu as noté le terme Yes Man, justement, Michael, dans le guide de ce podcast-là, de cet épisode, pour parler des réalisateurs qui font des films sans saveur. Et du coup, le film Yes Man, donc avec Jim Carrey, est un film qui, encore une fois, dans le contexte où je l'ai vu, où j'allais vraiment pas bien, et qui m'a apporté une morale, un message et tout, qui m'a... peut-être un peu too much de dire qu'il m'a sauvé la vie, mais voilà, il a été très important à une période de ma vie pour moi, ce film. Sauf que là, je pense qu'objectivement, c'est pas pour rien que c'est pas souvent le film qui ressort dans les chefs-d'œuvre personnels des gens. Bon, j'ai rarement entendu que c'était Yes Man, quoi. Et ça, je peux comprendre. Mais c'est juste que voilà, là, on est clairement dans le film que tu vois au bon moment, au bon endroit, voilà, à tel moment de ta vie, quand tu vas pas bien ou que tu es dans tel contexte émotionnel ou quoi. Mais voilà, à côté de ça, moi, ce film est très important pour ce qu'il m'a apporté à ce moment-là de ma vie, quoi. Mais à côté de ça, j'ai conscience que ça reste Yes Man et que c'est loin d'être un chef-d'œuvre. Bon, c'est pas mal. Bon, comme d'habitude, un super épisode. Je crois même que c'est peut-être même un des épisodes que j'ai préféré tourner parce que vraiment, c'était la réflexion poussée au max. J'ai adoré ça. C'était très philosophique. Et du coup, c'était vraiment top. J'espère vraiment qu'on continuera à faire des épisodes avec autant de... Bon, peut-être des épisodes plus légers aussi, ça nous fera du bien, hein, mais avec pousser la réflexion comme ça fait vraiment du bien. Donc merci beaucoup à vous, merci énormément, et je vous souhaite à tous une très bonne soirée, et à bientôt. Bonne soirée à tous, bisous. Ciao. Ciao.